Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Le projet de loi sur la régulation de l'espace numérique a été largement adopté mardi à l'Assemblée. Celui-ci vise notamment à protéger les mineurs. Mais en quoi cela consiste-t-il? C'est la question du jour. Élever ses enfants à l'étranger sans les priver de la culture française, c'est le projet de C'est quoi la France? On en parle en seconde partie d'émission. Enfin, dans sa chronique, Quoi de neuf sur les réseaux, Guillaume Ouattara reviendra sur les origines de ces nouvelles expressions, Kwakubé ou Ampagnan, je ne sais même pas si je dis très bien, qui me laissent assez perplexe, mais qui sont fort intéressantes sur l'idée de ce qu'est la société aujourd'hui. Guillaume, qu'on retrouve tout de suite pour les actualités en bref. Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence ces actualités avec bien sûr les obsèques de Dominique Bernard, cet enseignant de 57 ans victime d'une attaque terroriste vendredi dernier. Oui, 1 millier de personnes se sont réunies devant la cathédrale pour un dernier hommage diffusé sur le parvis à ce professeur de lettres victime d'une attaque terroriste. Sa femme Isabelle a tenu à lui rendre hommage à travers ces quelques mots que je vous propose d'écouter. Il aimait la lumière rasante du soir. Il n'aimait pas l'informatique et les réseaux sociaux. Le téléphone, il n'en avait même pas. Il n'aimait pas la foule, ni les honneurs, les cérémonies qu'il avait en horreur. Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions. À noter également la présence du président de la République Emmanuel Macron et de sa compagne, de son épouse Brigitte. Côté sécurité, des drones étaient déployés sur le secteur. Conséquence évidemment de ces obsèques, l'ouverture de la Cité internationale de la langue française est repoussée au 1er novembre. C'était l'un des grands projets architecturaux et patrimoniaux du président Macron, la réhabilitation du château de Villers-Cotterêts pour en faire une Cité internationale de la langue française. L'inauguration devait avoir lieu ce jeudi dans la commune du nord de la France, mais l'absence du chef de l'État et de son épouse présents aux obsèques de Dominique Bernard a forcé à repousser l'inauguration. Elle devrait avoir lieu le 30 ou 31 octobre pour une ouverture au public le 1er novembre. Un peu d'actualité politique désormais. Gabriel Attal, un nouvel allié inattendu. Robert Ménard, c'est assez étonnant de sa part. Le maire de Béziers est plutôt très à droite. Il était l'invité ce matin de Jean-Jacques Bourdin et on tenait à vous souligner ce qu'il a dit du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Aujourd'hui, la parole de M. Darmanin, mais comme de M. Attal. Attendez, on a un ministre de l'Éducation nationale formidable aujourd'hui. Formidable. Et je vote pas pour eux. Mais formidable. Oui. Attendez, on a l'impression que vous votez pour eux. Vous votez pas pour eux, mais on a l'impression que vous votez pour eux, Robert Ménard. Moi, je peux vous dire... Vous pouvez voter pour eux sur ça. Est-ce que vous pourriez voter le texte de Gérald Darmanin? Mais j'hésiterai pas une seconde. On termine avec cette information du Point. L'État envisage le retrait du contrat avec un lycée musulman à Lille. Oui, il s'agit du lycée Averroès de Lille. Le préfet du Nord a en tout cas convoqué ses directeurs. C'est le plus grand lycée musulman privé sous contrat de France. L'objectif, ça serait de mettre fin à ce contrat et donc de cesser de subventionner cet établissement. Une commission de concertation va en tout cas avoir lieu le 27 novembre prochain pour trancher. La commission va se pencher sur deux choses. D'abord, la traçabilité du financement du lycée et le problème de fond suscité par un cours d'éthique musulmane. Sur la question donc de la traçabilité, la question est de savoir d'où viennent les dons, puisque l'école repose majoritairement sur des dons privés, dont certains sont opaques, et donc on veut faire la lumière sur l'origine de ces dons. La deuxième chose, c'est qu'un rapport a mis en évidence le fait qu'un livre faisant autorité dans un cours facultatif d'éthique musulmane en seconde préconisait des règles strictes, telles que la peine de mort en cas d'apostasie, c'est le reniement de la foi, ou bien l'absolue suprématie de la loi divine. L'affaire sera en tout cas tranchée le 27 novembre prochain. Merci beaucoup Guillaume et on y consacrera évidemment une émission sur School TV. Blocage rapide des sites pornographiques accessibles aux mineurs, peine de bannissement des réseaux sociaux pour les cyberharceleurs. Voilà quelques mesures du projet de loi sur la régulation de l'espace numérique, dit le SREN, voté mardi pour protéger les internautes et notamment les plus jeunes d'entre eux. Alors à quoi ressemble ce plan? On en parle tout de suite, c'est la question du jour. Pour en parler,
parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Yasmine Bonneau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'éducation numérique et de la vie des jeunes en ligne et des cyberviolences. On sait, elles sont nombreuses. C'est formidable que vous soyez avec nous pour en parler. Ainsi que Mireille Clapeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aussi. Vous êtes députée et présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes. Alors, voté à 360 voix contre 77, l'Assemblée a largement adopté donc ce projet de loi, malgré les inquiétudes sur lesquelles nous reviendrons ensemble, évidemment. Dans ce texte, la place des mineurs est centrale et répondait donc à une urgence dont on a parlé un peu partout dans les médias, évidemment, ainsi qu'au sein des foyers, beaucoup de Français. C'est une véritable inquiétude, en tout cas, une méconnaissance de ce sujet probablement pour beaucoup. Tout d'abord, concernant la pornographie en ligne, qui est un vrai sujet. Quel renforcement par rapport à la loi du 30 juillet 2020, Mireille Clapeau, qui autorisait donc l'Arcom à faire respecter l'interdiction d'accès des mineurs à ces sites. Quelle différence de renforcement? Alors, je voudrais d'abord rappeler, même si vos auditeurs, vos spectateurs le savent, que la pornographie n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est d'exposer des mineurs à la pornographie. Et avec le numérique qui est maintenant très accessible, non seulement sur les ordinateurs, mais évidemment sur les smartphones dont tous les jeunes sont équipés, de plus en plus jeunes, eh bien, cette pornographie, elle les atteint et beaucoup, puisqu'on estime à 30% des gens qui fréquentent les sites pour adultes comme des enfants. Et donc, entre 2017 et 2022, c'est plus de 600 000 mineurs qui ont accès. Donc, ça veut dire que la loi n'a pas été suffisante. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et que ces sites pornographiques sont prêts à mettre des armées de juristes pour contester et encore contester et ne pas s'acquitter de leurs obligations. Donc cette loi oui, pardon, je vous coupais, mais beaucoup de sites qui sont qui ne sont pas français, mais on y reviendra et on en reparlera justement des problématiques. Allez-y, je vous en prie. Donc quelle différence avec cette loi ? Donc, cette loi SREN, elle donne beaucoup plus de pouvoir à l'Arcom, puisque d'abord, c'est cette autorité qui régit normalement les contenus. Elle va avoir l'obligation de fournir un référentiel et qu'on n'entende plus « Oh, mais c'est trop difficile, on n'y arrive pas, on ne sait pas contrôler l'âge des mineurs » ou alors, grande hypocrisie, qu'on contrôle soi-disant l'âge des mineurs et qu'en fait, il suffise pour le jeune de cliquer en disant « Oui, j'ai plus de 18 ans sans qu'il y ait aucune vérification. Donc la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne peut pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire de demander des preuves d'identité, des preuves de majorité qui soient attentatoires aux libertés individuelles. Et il va revenir à l'Arcom de définir ce référentiel et charge après à ces sites porno, pour le dire simplement, de se conformer à ce référentiel. Et si ils ne se conforment pas à ce référentiel, ils auront des sanctions assez lourdes. Yasmine Bonneau, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que si je suis un jeune de 16 ans et que tout d'un coup, je veux accéder à l'un de ces sites, qu'est-ce qui va se passer devant moi sur mon ordinateur? Alors, déjà, je voudrais féliciter ce projet de loi parce qu'il était urgent de réagir face aux contenus illégaux, inappropriés et préjudiciables pour les mineurs. Moi, je voudrais juste dire que concrètement, il y a des mineurs qui vont évidemment sur des sites porno, mais également les vidéos, elles voyagent sur toutes les plateformes numériques. Bien sûr. Donc, on ne va pas régler totalement le problème. C'est qu'on a énormément de vidéos qui circulent via Snap, via TikTok, via Telegram, via énormément. Sur les jeux vidéo également, on a des circulations de vidéos pornographiques. Et oui, c'est tout un problème, effectivement, c'est un écosystème en fait qui est tout à fait mis en place pour que tout circule. On va y revenir point par point, justement, à la fois pour les sites pornographiques, à la fois pour les jeux en ligne. Mais je voudrais juste préciser pour justement l'âge, parce que je rappelle que donc avant ce projet de loi, il suffisait, comme vous l'avez dit, donc Mireille Clapeau, de définir, de juste cliquer en disant oui, j'ai plus de 18 ans, et hop, on avait accès. Que se passe-t-il maintenant si donc j'ai 15 ans chez moi ou 16 ans, peu importe, et que je vais tenter d'aller sur un site? Eh bien là, c'est le référentiel de l'Arcom qui va devoir nous expliquer comment les plateformes vont devoir vérifier l'âge. C'est toute la question. Et voilà. C'est la mise en œuvre, la faisabilité de ce projet.
C'est ça. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin là-dessus, Mireille Clapeau? Parce que la faisabilité, on avait pensé effectivement à un appareil tripartite, donc à passer effectivement par une tierce personne qui validerait effectivement l'identité. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, il y a plusieurs solutions qui existent et ce sera à l'ARCOM de proposer ce référentiel. Beaucoup ont dit, et d'ailleurs à la Commission supérieure du numérique et des postes, on a une sénatrice qui a fait un travail là-dessus assez approfondi et qui préconisait, elle, l'utilisation de l'empreinte bancaire, en disant que les jeunes empruntent la carte bancaire de leurs parents et à ce moment-là, il y a une alerte auprès des parents et c'est aux parents de dire s'ils sont d'accord avec ça. Donc ça pourrait être une solution, mais attention parce que cela voudrait dire que des informations à caractère personnel sont récupérées par les sites porno. Il faut toujours penser à l'inconvénient, vous voyez, que ça peut avoir et donc il n'est pas sûr que ça sera retenu finalement. Une autre solution, c'est l'identité numérique. Donc l'identité numérique, on a introduit des amendements qui permettront de la généraliser, mais ça, on n'est pas allé jusqu'au bout et de dire on la rend obligatoire pour tout, parce que là aussi, on a cet écueil des libertés individuelles. Il existe des solutions technologiques qui permettent, avec de la reconnaissance faciale light, on va dire, de permettre de voir si la personne est bien celle qu'elle dit être. Donc il y a différentes solutions technologiques qui existent, qui restent à définir, qui ont leurs limites, à la fois au niveau de la protection des données et puis au niveau de ce qu'elles pourraient entraîner comme effet secondaire, si je peux dire, dégâts collatéraux, si ça restreint la liberté des citoyens, et ça n'est pas du tout ce qu'on veut, bien sûr. Alors évidemment, tout ça c'est à l'état de réflexion et vous l'avez souligné, Yasmine Monod, c'est évidemment un effort qui est fait et tant mieux, on avance, mais il y a beaucoup de mais. Le premier des mais, quand on parle d'empreinte bancaire, on sait très bien qu'en moins de 10 ou 20 secondes, on arrive à créer une fausse carte bleue. Donc les enfants en fait peuvent très facilement biaiser les demandes. Oui, mais moi je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui Internet n'est pas sécurisé. Voilà. C'est ce qui me pose problème, que l'on mette une carte bancaire, une pièce d'identité. Je veux juste rappeler par exemple la Chine qui a fait ça, vient de voir des milliers d'identités de Chinois qui viennent d'être volées. Donc aujourd'hui, mettre quelque chose en ligne, c'est prendre un risque. Le numérique n'est pas sécurisé. Et ça, c'est la violation de la protection des données, effectivement personnelles et qui sont réelles. Mais il y a aussi la fausseté, en fait, le côté faussaire qui peut être fait, dont je parlais, qui est l'empreinte bancaire. Parce que dire qu'on prend l'empreinte bancaire des parents et qu'ils sont tout de suite au courant, dans la réalité, c'est pas vrai, puisqu'on sait très bien que tous les sites savent détourner ce type. Oui, mais même les enfants, voilà. Les enfants pourront détourner, avoir leur carte bancaire. Sur n'importe quelle IA, on arrive à faire ça, malheureusement. Oui, aujourd'hui, oui. C'est pour ça que toute la grande question, c'est sa faisabilité, tout comme vous l'avez dit, tout en préservant nos libertés et qu'on ne soit pas sous surveillance, enfin, qu'on n'ait pas délivré quand même des données sensibles en ligne. Oui, bien sûr. Alors, la loi imposait... alors d'ailleurs, attendez, pardon, je réfléchis à autre chose, excusez-moi, mais c'est le principe des discussions. Mais c'est que, aussi, quand on demande à quelqu'un une preuve de majorité, si on repart sur l'idée de tripartite, c'est-à-dire qu'une personne tierce, par exemple, à un moment, ça a été une banque qui a été évoquée, pourquoi pas, ça peut être aussi, effectivement, quelqu'un qui... fait partie de l'État, qui donc en fait demanderait une preuve de majorité. Ça veut dire que dès que finalement l'enfant essaierait de consulter via cette demande donc, de majorité faite par quelqu'un, faite par cette tierce personne, ça voudrait dire que donc il va consulter un site pornographique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un message qu'on enverrait. C'est un message WhatsApp qu'on envoie à quelqu'un. Votre fils est en train de consulter. On peut facilement détourner les choses sur Internet. La loi a imposé que les hébergeurs de sites porno aussi doivent retirer ces contenus en 24 heures sur demande de la police, mais il n'y avait pas de sanction spécifique en cas justement d'absence de retrait. Qu'en est-il aujourd'hui, Mireille Clapeau, avec ce projet de loi, avec cette loi ? Je voulais ajouter par rapport à ce que vous avez dit que les parents ont un rôle très important à jouer. J'en profite puisque je pense que des parents regardent votre émission. Le contrôle parental existe et il n'est pas... enfin, plutôt, il est de la responsabilité des parents de vérifier que les enfants sont sur des sites appropriés.
Voilà ce que je voulais dire. Alors, pour répondre à votre question, l'Arcom va avoir des pouvoirs effectivement de blocage des sites. Elle va pouvoir faire bloquer sous 48 heures et sans attente de décision de justice. Et ça, c'est toute la nouveauté, c'est qu'on donne un pouvoir important à une autorité administrative. Elle va pouvoir mettre un écran noir qui interdira d'accéder à ce site. Et puis, elle demande aussi aux hébergeurs de retirer les contenus sous 24 heures. Et puis, il y a des sanctions, bien sûr, financières qui sont prévues si les sites ne retirent pas les contenus. Ce sera considéré comme un délit, si je comprends bien, Mireille Clapeau? Oui, c'est ça, oui. D'accord. La crainte de ces dérives dont on parle, évidemment, là on parle d'un projet de loi, on parle de choses très spécifiques sur le plan à la fois, là on dit pénal, donc, ou sur le plan tout simplement de l'organisation de cette protection. Il y a aussi effectivement les parents, et vous le dites Mireille Clapeau, qui ont un rôle très très important. Yasmine Bonneau, ces parents aussi, est-ce qu'ils sont conscients des dérives de leurs enfants lorsqu'ils vont sur ces sites, lorsqu'ils vont sur ces réseaux, ils voient des images qui ne sont pas des images de la réalité, et donc qui influent forcément sur la réalité de leur rapport au quotidien? Oui, alors moi je voudrais quand même nuancer la question de la responsabilité des parents, parce qu'on met beaucoup de choses pour les parents, et aujourd'hui sur le terrain, l'effet que l'on a, c'est que les parents ne veulent plus en entendre parler. C'est trop compliqué, et c'est vrai. Allez vérifier ou allez surveiller ce que fait votre enfant sur Internet, à moins d'avoir mis un logiciel espion, vous ne pouvez pas savoir. Même le contrôle parental ne garantit pas à 100% l'évitement de contenu inapproprié. Ensuite, à force de dire que c'est aux parents, c'est aux parents, c'est aux parents, nous avons aujourd'hui des parents démissionnaires. Parce que la réalité du panorama numérique et la réalité des usages en ligne des enfants, c'est qu'ils sont confrontés à de multiples vidéos, contenus inappropriés, que ce soit violents, choquants, pornographiques. Je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, on est sur des contenus pédopornographiques. Et ça, c'est strictement interdit. Et on a ça en masse auprès des jeunes. Ils ne vont pas forcément sur des sites. Ils reçoivent des pop-up, par exemple, ou ils reçoivent des liens via des messageries privées qui vont les ramener sur Telegram. En ce moment, c'est ce qui se passe. Juste, j'explique, pop-up, c'est ce qui apparaît, effectivement, vous ne l'avez pas demandé, tout d'un coup, ça apparaît sur votre téléphone, voilà, pour ceux qui me regardent. Oui, et les algorithmes savent très bien reconnaître quand ce sont des mineurs et de leur envoyer. Une réaction à cela, Mireille Clapeau? Alors, le débat que vous soulevez est très intéressant. Moi, je suis mère de famille moi-même, même si mes enfants sont adultes maintenant. Donc, j'entends ce que vous dites, madame. Il ne faut pas que les parents soient culpabilisés. En revanche, ils ont une responsabilité. Ça n'est pas si compliqué que ça. Quand on achète un smartphone à un enfant, on a la responsabilité de mettre le contrôle parental. Il ne s'agit pas de mettre un logiciel espion, il s'agit de bloquer l'accès à des sites sur lesquels il ne doit pas aller. Mais au-delà, ça n'est pas que les parents, c'est l'ensemble de la communauté éducative et de la société qui doit s'emparer de ce sujet. Et nous avons aussi mis un volet éducatif dans cette loi SREN, avec le renforcement de l'éducation au numérique, avec aussi dans les sanctions, ça concerne aussi par exemple les enfants qui auraient des actes de cyberharcèlement, eh bien il peut y avoir des stages de sensibilisation, et puis il faut aussi bien dire à tout un chacun, qui soit mineur ou majeur, que quand il voit un contenu inapproprié, il faut qu'il le signale à Pharos, puisque nous avons des gendarmes du numérique en quelque sorte, qui sont là pour traquer les contenus, et on les aide si on signale les contenus inappropriés. Donc c'est vraiment l'ensemble de la société qui doit s'emparer de ce sujet. Certains sont choqués, certains enfants sont choqués effectivement de ces contenus-là, mais d'autres enfants sont même plus choqués. C'est ça le problème, non? Mais ils sont tous choqués. Ah bon? Alors, il y a ce que l'on dit, voilà, la théorie, c'est-à-dire qu'ils n'iront pas sur des sites porno, il suffit de leur dire, etc. Quand vous êtes sur le terrain, et c'est ce que je fais, je travaille en partenariat aussi bien avec des professionnels, des élèves, qu'avec des parents. Le constat de terrain est alarmant. Ce n'est pas possible. On a dit ça sur l'esprit critique, il suffisait de regarder d'où venait l'information, etc. Aujourd'hui, les enquêtes le montrent, même les études montrent que ce n'est plus possible. Aujourd'hui, dire à un enfant, tu ne dois pas regarder une vidéo pornographique, ça n'a pas de sens. Je suis vraiment désolée, mais quand vous êtes sur le terrain et que vous discutez avec les élèves, avec les enfants, et ça commence, et c'est très tôt, dès l'école primaire, d'abord ils reçoivent, je répète, ce genre de contenu, ils ne savent pas ce que c'est, ils regardent, et c'est très important, ils n'ont pas les mots
Et c'est là où on a un retard en France. C'est qu'on est dans la réaction. Voilà. Alors, on a des contenus... Pas de prévention, vous voulez dire, c'est ça? Oui, mais on n'a même pas éduqué les enfants, mais on n'a pas non plus informé suffisamment les parents. Les parents, vous pensez qu'ils imaginent que leurs enfants sont sur des contenus pornographiques quand ils sont dans leur chambre? Non, ils sont dans le déni. Ils se disent non, pas le mien, mais moi j'ai regardé. Enfin, voilà, il y a des tas de réponses. Et quand vous leur dites si vous devez, parce que on le sait aujourd'hui, la prévention de la délinquance de l'Union européenne a stipulé aujourd'hui qu'il ne s'agissait pas de savoir si les enfants allaient tomber sur des contenus inappropriés. La question, c'est quand ils vont tomber. On le sait, ils tomberont dessus. On le sait. Aujourd'hui, l'écosystème ne permet pas d'éliminer tous ces contenus et surtout ne permet pas de protéger les mineurs. Internet et toutes ces plateformes n'ont pas été conçues pour les enfants. Mais ils y sont tous. Ils y sont tous. Mais alors, quand je disais, en fait, ils sont tous choqués ou pas choqués, vous disiez, ils sont tous choqués. Oui. Et vous pensez qu'ils vont appeler Pharos pour leur dire? Non. C'est ça alors, le problème. même plus loin, je vais bien plus loin. Quand vous leur dites, donc dans l'éducation numérique, il s'agit de prévenir des cyberviolences et en même temps de leur offrir les opportunités du numérique. C'est les deux afin qu'ils puissent préserver leur santé mentale. On en est là aujourd'hui, l'urgence est là. Quand vous expliquez qu'il faut qu'ils préviennent, déjà ne serait-ce que sur une application, même pas besoin d'aller chez Pharos. Vous avez quand même un bouton où vous pouvez quand même prévenir des contenus inappropriés ou d'une personne malveillante. Vous pouvez le faire. Encore faut-il qu'on vous ait expliqué comment le faire. Alors ça, ils le savent. Les enfants? Le savent. Oui, ils le savent. Enfin, pas tous. C'est vrai qu'il faudrait quand même les éduquer en disant... Et donc éduquer aussi les parents? Oui, mais... Éduquer aussi la communauté éducative? Former tout le monde à ça? Il faut faire tout le monde. En fin de compte, c'est vraiment une urgence parce que vu l'état de santé mentale de nos jeunes, il y a de quoi s'inquiéter. Ce sont des bombes à retardement. Et je voulais revenir sur ce que vous disiez, sur l'impact des contenus. Quand ça ne leur fait plus rien, c'est que c'est grave. Une réaction aussi, Mireille Clapeau, à ce que vient de dire Yasmine Bonneau? Oui, je voudrais préciser que entre les réseaux sociaux sur lesquels les enfants vont pour garder le lien avec leur communauté, leur classe, leurs amis, etc., et qui, de temps en temps, font la promotion des contenus pornographiques, ça c'est une chose. Et l'autre aspect, c'est les sites porno qui ne sont consacrés qu'à la diffusion de porno et avec, vous le savez, des hashtags très ambigus, pour pas dire plus, et pour des pratiques qui confinent à la torture et à la barbarie, la zoophilie, l'inceste, etc. Il y a quand même deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que les sites porno doivent être complètement interdits aux mineurs et ces mesures de blocage permettent d'y répondre. Les réseaux sociaux, là c'est vrai qu'il est difficile de complètement filtrer le contenu et rien ne remplacera un œil de temps en temps du parent. Mais là la loi était quand même avant tout pour, dans cet article 1er et cet article 2, pour protéger les mineurs de l'exposition à la pornographie. Parce que les sites pornographiques ne sont pas utilisés pour garder le lien avec le petit copain ou les amis du collège ou du lycée. Parlons de cyberharcèlement, puisqu'on en parlait il y a quelques minutes, et c'est aussi un très très grave problème, tout comme le harcèlement à l'école. Le cyberharcèlement est extrêmement dangereux concernant les dispositifs pris donc par cette loi. La grande nouvelle, c'est qu'il y a l'exclusion du harceleur des réseaux sociaux. Alors évidemment, la question c'est comment on exclut? Et encore, je m'adresse à vous, Mireille Clapeau. Eh bien, vous le signalez, donc là c'est bien le juge qui prononce une peine, donc il faut évidemment que ça aille jusqu'au juge et ça sera peut-être la première limitation, c'est qu'il ne faut pas hésiter à porter plainte et il faudra, j'espère que des moyens soient mis pour que les juges prononcent rapidement une sanction et donc entre autres cette peine de bannissement. Et il y a une amende à la clé si le réseau social ne fait pas respecter le bannissement, parce que là aussi, c'est les deux parties, c'est-à-dire la personne n'a plus le droit de s'inscrire sur des réseaux sociaux et les réseaux sociaux doivent refuser d'accepter cette personne. On dit les réseaux sociaux, mais en fait, est-ce que c'est le réseau social, Yasmine Bonneau? Parce que moi, ma question, c'est que effectivement, on fait ça sur un réseau. Alors, on va citer un, par exemple, TikTok, mais on peut aller après sur Snapchat, vous l'avez dit, sur WhatsApp, il y en a 100 000.
Aujourd'hui, bien sûr, et puis les jeunes générations n'ont pas qu'un réseau social. Bah oui. Ils sont sur TikTok, sur Snap, sur Insta, sur Telegram, sur Reddit, et puis les jeux vidéo, parce que ça... On va y venir. Mais il y a du cyberharcèlement sur les jeux vidéo. Donc c'est important. C'est tout un panorama qu'il faut prendre en compte. Donc oui, dire qu'on va... Enfin, il faudra le faire sur quoi? Sur toutes les plateformes numériques? Est-ce qu'il faudra que la demande soit faite sur toutes les plateformes? Ce qui veut dire que l'on regarde sur le téléphone de l'enfant, enfin, il faudra regarder à quoi est-il, sur quelle plateforme. Est-ce qu'on bannit l'adresse IP, Mireille Clapeau, excusez-moi. Il faut bien voir que bannir des réseaux sociaux, ça n'est pas bannir complètement de l'espace numérique dans son ensemble, parce que le harceleur, il doit être puni, mais il a quand même droit à une vie sociale, il a droit aux services dématérialisés de l'éducation, aux services publics, et là c'est le juge qui devra apprécier sur quels réseaux sociaux il doit être banni. Et ça n'est pas un bannissement complet de l'espace numérique, parce que dans notre monde de 2023, ça n'est plus viable. Alors, non seulement il n'est pas banni de l'espace numérique, mais en plus, il peut très bien se reconnecter avec une nouvelle adresse IP. Non, normalement, ils sont censés... c'est ce qui est demandé, il me semble, dans le projet de loi. C'est écrit que c'est aux plateformes numériques de vérifier qu'un enfant ne pourra pas se réinscrire avec un nouveau pseudo. Avec un nouveau pseudo. Donc, il faudra qu'il puisse Chaque pseudo est adapté, est accolé à une adresse IP? Normalement, oui. Donc, ça veut dire que les plateformes numériques vont devoir vérifier les adresses IP. Puisqu'ils n'auront pas le droit d'inscrire, même sous un pseudo, la personne bannie. Sachant que les plateformes numériques, là, on s'adresse, en fait, on en parle comme si, effectivement, toutes les plateformes étaient françaises et donc devaient respecter la loi française. On sait très bien que beaucoup de plateformes ne sont pas françaises. Comment on va faire pour que cette loi, soit justement actée aussi sur les plateformes qui sont étrangères? Une réponse à cela? Non, on attend de voir la faisabilité, mais c'est très bien que la France le fasse. D'ailleurs, il faut quand même le dire, ce n'est pas que la France. On a quand même l'Angleterre qui avance, on a le Canada, on a la Californie, donc ça bouge. À force de bouger, on espère bien que ces plateformes numériques assument leurs responsabilités. En tout cas, pour les détracteurs, en tout cas ceux qui trouvent que cette loi ne va pas assez loin, ils parlent d'une absence terrible, c'est celle de l'obligation de interopérabilité des réseaux sociaux. Donc ils disent plus que la censure, ou finalement l'aspect autoritaire, si vous voulez, de ce projet, Mireille Clapeau, ils disent, est-ce qu'il ne serait pas plus ingénieux d'ouvrir finalement et de réunir les réseaux entre eux pour pouvoir faire front face à cette situation? Une réponse? Alors, ce projet, il a eu des critiques. Il a eu des critiques de part et d'autre du spectre politique, entre ceux qui veulent beaucoup plus de sévérité et ceux qui pensent qu'on va trop loin dans l'atteinte aux libertés. Le choix final, il a été équilibré, je pense. Attendons quand même qu'on finisse le processus législatif et attendons de vérifier la constitutionnalité, parce que on sait que le Conseil constitutionnel a parfois une interprétation des libertés qui est dans ce rôle, mais qui nous a valu il y a quelques années de ne pas pouvoir aller ce qui était pour nous dans le bon sens. Bref, là vous touchez un autre sujet, c'est que ce sont des sociétés lucratives et concurrentes entre elles qui mènent le bal, si je peux dire, au niveau du numérique et qui peuvent pousser à des addictions. Elles cherchent à faire toujours plus pour attirer les jeunes et pour être toujours plus addictives. Donc, ayons en tête qu'au niveau européen, ça bouge beaucoup aussi, qu'on a vu Thierry Breton, le commissaire au numérique, entre autres, qui a écrit récemment à Twitter et à Meta, donc la maison mère de Facebook, à propos de toutes les images de violence qui ont été répandues sur le réseau suite à l'agression du Hamas contre Israël. Et voyons aussi bien qu'au niveau européen, l'impunité, elle va sans doute être finie et que cette espèce de surenchère des plateformes va sans doute s'arrêter, je l'espère. Mais quand vous parlez d'interopérabilité et de collaboration, de coopération entre les plateformes, permettez-moi de dire que c'est plutôt de l'utopie.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été sur ce plateau et de pouvoir échanger sur ce sujet, j'allais dire passionnant, mais surtout terrifiant, que sont les cyberviolences et les problèmes à la fois, on parlait de cyberharcèlement, évidemment, de réseaux, de sites pornographiques, mais aussi de jeux en ligne et jeux vidéo, qui sont de vrais sujets très importants. Merci à vous, Yasmine Bonneau, spécialiste de l'éducation numérique et de la vie des jeunes en ligne et des cyberviolences, ainsi qu'à vous, Mireille Clapeau, vous êtes députée et présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes. Merci à toutes les deux. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le grand JT d'éducation, 1,7 million de Français sont inscrits au registre des Français vivant à l'étranger, mais d'après le ministère des Affaires étrangères, eh bien, il y aurait 2,5 millions de Français à l'étranger, d'expats comme on dit. Alors comment faire pour que les enfants expatriés conservent une bonne part de la culture française, voire conservent la culture française? Eh bien, il existe une plateforme, elle s'appelle C'est quoi à la France, pour l'interrogation. Et je suis ravie d'accueillir sur mon plateau sa fondatrice Gaëlle Bourgeot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, avec votre famille, d'après ce que j'ai lu, vous êtes parti vous installer à Taipei en 2016. Vous inscrivez vos enfants dans une école internationale, plusieurs sections évidemment, dont une section française. Mais les échanges se font essentiellement dans la langue locale. Et donc, du coup, il s'agit évidemment de pouvoir vous insérer le plus facilement possible dans la société, apprendre la langue, mais en même temps de ne pas oublier la culture française, c'est ça? C'est ça. Nos garçons sont arrivés, alors un en primaire et un au collège, dans une école internationale. Et la langue était l'anglais. Donc les copains parlaient anglais, les copains étaient taïwanais, tout le monde parlait anglais. Et au bout de quelques mois, on s'est aperçu que les garçons cherchaient leurs mots en français, ne comprenaient pas nos expressions idiomatiques, ou quand on... par exemple, comme je disais, la voisine n'a pas l'air commode, mais qu'est-ce que tu veux dire, maman? Je comprends pas. Peut-être qu'un même un petit Français la comprendrait pas aujourd'hui. Vous savez qui est français. Peut-être que c'est juste une question de génération. C'est quoi la France pour servir à tout le monde? Non, mais l'idée, on fait du bon là-dessus, mais l'idée c'était de se dire qu'en fait vous aviez envie tout d'un coup que les expressions françaises, que la culture française aussi, donc l'histoire et toutes les choses qu'on connaît de la culture française, finalement restent aussi assez ancrées au sein de votre famille. Alors c'est surtout les codes culturels, puisque une culture, on baigne dans une culture. Vous avez grandi en France, vous avez absorbé, baigné dans la culture française, sans vous en rendre compte. On capte tous ces codes, mais quand on grandit à l'étranger, on ne les a pas. Donc quand on revient en France, on vous fait la bise. Non, non, je fais pas la bise. Dans les restaurants, c'est entrée plat dessert. Si on a grandi aux États-Unis, on n'a pas l'habitude, parce que c'est qu'un plat. Quand on a grandi à Taïwan, comme mes enfants, on partage, les restaurants on partage, donc plein d'exemples de codes culturels que les enfants qui grandissent à l'étranger n'assimilent pas. Et quand ils reviennent en France... Et en même temps, c'est une chance parce qu'on s'ouvre justement à d'autres cultures, on apprend justement à s'adapter, mais c'est pas le fait vouloir être chauvin, j'imagine, c'est juste le fait de ne pas oublier aussi la culture initiale, c'est ça? C'est ça, et c'est faciliter le retour en France. Parce que moi j'ai de nombreuses expériences d'expatriés qui reviennent en France, ils ont grandi à l'étranger, ils reviennent en France adultes, et là c'est un vrai choc culturel. On leur parle d'émissions télé, ils ne connaissent pas, la Starac, Fort Boyard. Mes enfants ne connaissent pas. Nouvelle Star. Scandale. Alors quand ça passe sur Internet, ils sont quand même connectés, les jeunes d'aujourd'hui. Mais il y a plein de choses, ils passent à côté de plein de choses. Guillaume. Et alors ça marche comment concrètement? C'est une appli, un site? Est-ce qu'on reçoit tous les jours une petite vidéo en disant le camembert, même si on n'aime pas, on le mange en entier et on sourit? Enfin, comment ça fonctionne? Alors c'est sur abonnement, effectivement, ce sont des petites vidéos de 4 minutes et on suit nos mascottes Tom et Alice qui vont se balader à travers la France pour expliquer la culture française sur une dizaine de thèmes. Code culturel, les expressions idiomatiques, le vocabulaire, les inventeurs, les personnages célèbres, enfin, on balaye l'ensemble de la culture française et les abonnés reçoivent tous les samedis une nouvelle vidéo. Alors, on a une petite particularité, c'est que C'est quoi la France, c'est une plateforme de ressources pédagogiques pour améliorer le français et la culture française. C'est pas juste la culture française. Donc, toutes nos vidéos sont associées à des cahiers pédagogiques, des cahiers d'activités, pour travailler le vocabulaire et les concepts qui ont été vus dans la vidéo.
qu'on pouvait retrouver aussi ailleurs finalement. La grammaire et le vocabulaire, ça existait déjà sur certains sites, etc. Sauf que là, on y apporte effectivement tout ce qui touche à la culture et ce qui permet justement aussi de comprendre les allocutions grammaticales. Tout à fait. C'est-à-dire que l'histoire permet aussi, la littérature permet aussi de comprendre comment s'est forgé le français, j'imagine. Alors, quand vous parlez de littérature, qu'est-ce que vous entendez par littérature? N'importe quel récit, n'importe quel écrit, n'importe quel écrivain, ce qu'on peut lire. Souvent, en fait, on a besoin de connaître la culture d'un pays pour pouvoir comprendre de quoi on parle, de ce qu'on lit. Donc, j'imagine que grâce à C'est quoi la France, cette plateforme que vous avez créée, on va pouvoir aussi avoir un espèce de round-up, un contexte. Oui, on sera plus à l'aise dans toutes les interactions et dans toute les interactions qu'on pourra avoir avec les Français en France. Est-ce que vous y mettez aussi un peu de pop culture, de choses un peu actuelles? On va parler par exemple dans quelques instants du fameux Kwakubé, qui est l'expression qui a été à la mode, mais c'est vrai que quand on est aux États-Unis et qu'on voit une vidéo avec Kwakubé en France, mais il y a peut-être d'autres vidéos, vous parliez de la Star Academy ou de la télé-réalité, Nabila, des choses comme ça. Est-ce que c'est que la culture, la grande culture, ou est-ce que la petite culture pop, ça peut passer aussi? Je ne sais pas si c'est vraiment de la culture Nabila, mais enfin, en tout cas... c'est en patrimoine. Culture pop, en tout cas. Alors, nos vidéos font 3 à 4 minutes, donc je vais faire une vidéo sur Kwakubé pendant 4 minutes, mais je vais faire une vidéo sur Orelsan parce qu'il a vendu des millions d'albums. On va faire une vidéo sur une émission télé et les petites expressions ou les choses de la pop culture, on va les retrouver sur notre compte Instagram. Alors, c'est une plateforme pour les 6-12 ans. Oui. Pourquoi 6-12 ans? Pourquoi pas avant, pas après? Parce qu'il y a un objectif d'apprentissage du français. Et donc, nos vidéos, nos personnages parlent. Et les bulles sont aussi écrites dans la vidéo, donc il faut savoir lire, c'est préférable, donc à partir de 6 ans. Et ensuite, ça s'arrête à la fin du primaire parce que mes petits personnages sont enfantins. C'est Tom et Alice, ils ont 8 ans, donc je m'adresse exactement à cette cible. D'accord. Alors évidemment, vous disiez pour les parents, c'est idéal lorsqu'on est expatrié, mais j'imagine aussi pour les enseignants et tout le personnel éducatif. Cette plateforme-là est aussi à leur destination? Oui, à destination de toutes les structures qui enseignent le français en primaire. Donc ça peut être une école française, une école de l'AFE, une école labellisée France Éducation, les associations Flammes qui accueillent des enfants non scolarisés dans des structures françaises pour justement ce maintien de la langue. Donc beaucoup d'institutions et de structures éducatives utilisent C'est quoi la France. Et est-ce que c'est une façon aussi de continuer de diffuser la culture française à l'étranger, peut-être? Une autre façon? Une façon parmi d'autres, j'allais dire, voilà, de pouvoir parler encore une fois de soft culture power française. à la française. Ouais. C'est une des rares façons, je ne vais pas dire la seule, mais de parler de culture aux enfants. Aujourd'hui, C'est quoi la France? C'est la seule plateforme de ressources pédagogiques qui parle de culture française à destination des enfants. Donc ça, c'est la nouveauté. Donc au sein des expatriés, c'est une façon aussi de se dire, bah oui, voilà, pourquoi il y a tel château autour de la Loire, pourquoi effectivement telle figure emblématique était si importante pour nous, je sais pas, Jaurès ou d'autres qui sont au Panthéon. Enfin, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de pouvoir, j'imagine, aussi faire une sorte de promotion de la culture française à l'étranger, non? Si on en a besoin. Alors, je ne l'ai pas fait dans cette optique-là. Mais tant mieux si c'est le cas. Tant mieux si c'est le cas. Mais moi, je l'ai fait vraiment pour aider les petits Français à grandir loin de la France, tout en gardant une connexion avec le pays d'origine. Et c'est surtout utile pour alors évidemment, les familles franco-françaises, mais il y a beaucoup de familles binationales. Un des parents n'est pas français, et souvent la langue majoritaire à la maison n'est pas le français. Donc là, le lien est encore plus ténu. Et les parents veulent qu'il y ait toujours ce lien soit maintenu. Donc c'est une proposition. Et bien voilà, donc vous savez où aller justement si vous êtes expatrié ou pas. Vous pouvez aller sur la plateforme C'est quoi la France, fondée par Gaëlle Bourgeot qui est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Virginie. Merci mille fois. Tout de suite, c'est l'heure de votre chronique. Et alors là, je sais pas comment... Vous désolidarisez, c'est ça? Non, jamais je le ferai. Je serai toujours en soutien avec vous. Toujours. Mais quand même, j'ai peur. Ah bah il n'y a pas de raison. Guillaume, vous allez nous proposer encore aujourd'hui une chronique HVI, c'est-à-dire haute valeur intellectuelle, puisque vous allez nous parler du fameux Kwakubé, en tout cas de celui qui a déniché, c'est ça? Le successeur, la suite.
Que se passe-t-il? Zut, mais j'espérais Après. qu'il y ait le avant, mais non, Et non, c'est le après. Mais on est dans le Parce qu'il y a un métaverse. après, donc. Mais bien sûr, J'ai Virginie, peur, bien j'ai sûr. peur. Est-ce que vous avez les cramptés d'abord? À Pagnan. Tout ça est devenu très ringard. Les Kwakubé, les Apagnan. J'ai rencontré beaucoup de lycéens ces derniers jours qui m'ont dit que j'étais gênant puisque je disais des Kwakubé, des Apagnan, etc. Et j'en ai surpris dans le métro qui faisait une drôle de danse que j'ai pas compris. Alors, avant de vous parler de la drôle de danse du métro, pardon, revoyons ce que c'était le Kwakubé. T'as eu crampé? Hein? Apagnan, Kwakubé, 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 Kwakubé. Voilà. Il rit parce que je suis affligée. J'ai le droit, c'est pas une question d'âge, c'est une question juste de néant, j'ai l'impression. Alors bref, quelle pépite donc remplace le fameux Kwakubé, cher Guillaume? Ce que. C'est-à-dire? Ah non, vous deviez dire un. Apagnan. Voilà. C'est très gênant, cette chronique. C'est terrible. C'est très gênant. Oui, D'accord. c'est le ce que. Et justement, j'ai vu, et c'était là où je voulais en venir, des lycéens récemment dans le métro qui... Alors, on va mettre la musique quand même, on va écouter la musique. Je voulais danser, mais on m'a dit qu'il valait mieux éviter. Mais en tout cas, il y avait cette musique-là, et ils étaient en train de tous danser, agrippés à la barre de métro. Voilà. Et ils dansaient une danse un petit peu étrange, une danse un petit peu bizarre. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Même si je t'en demande encore, c'est qu'à moi ça sert. On communique dans le skirt. Pour méchants, ils veulent nous skirt. Moi je sais pas comment faire ça. À doudou, c'est toi la seule. Alors vous le voyez, donc c'est une danse sur les réseaux sociaux qui est virale, 260 000 vidéos, Virginie quand même, qui consiste tout simplement à faire un mouvement de balancier des jambes tout en déhanchant le haut du corps sur ce son ce que, on communique dans le ce que. Ça aurait pu rester en dehors de mes écrans de radar puisque j'avoue que j'ai beau être très ringard et très kwakoubesque, je n'étais pas tombé dessus, mais il y a eu une polémique ce week-end sur les réseaux sociaux, sur Twitter et TikTok, puisque des vidéos de collégiens debout sur des tables en cours de je ne sais pas quoi, mais en cours, en train de faire le ce que, ont littéralement circulé. Je vous propose de découvrir cette vidéo. Bon, bah, donc on voit des enfants tout simplement qui sont en train de danser sur leur, évidemment, j'imagine, en cours de récréation, dans des heures de classe. Voilà, tout simplement. Très bien, on dirait une petite chorale. Oui, c'est mignon. Hein, ils chantent tous en chœur, ce que. Alors, ça a affligé les gens sur Twitter, vraiment. Tout le monde a critiqué. Mais on a rappelé que, il y a une époque où on faisait le assez-lélé en cours. Vous savez, assez-lélé. C'est pas mieux que ce que, finalement. Non, je vois pas non plus. Si, assez-lélé, les. Vous connaissez pas le SketchUp? Moi, je faisais ça quand j'étais en cours. Il y avait ça. On avait évidemment la tectonique. Tout. Voilà, c'était mon collège. Bon, voilà, ce que ça n'est que là. Heureusement que vous avez fait de grandes études après. Vous voyez, ça n'empêche pas. Ben oui. Très bien. Évidemment. Alors, donc le ce que, donc racontez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce que? Eh ben, on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire ce que? Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que ça ne veut. Vous disiez pas de la tectonique, Virginie? Vous m'avez regardé. Non, vous ne C'était pas quoi, ça. vous, à votre époque, dans les cours de récréation? Mais non, mais moi j'étais fan Vous êtes allé à de l'école? Madonna et de Led Zeppelin. J'étais pas fan de ce Mais que... vous dansiez, Madonna, non? Oui, mais enfin bon. Voilà. Pas ça. On a tous eu l'âge bête, hein, c'est ça, Virginie. Eh ben, le ce que, pourrait revenir, ça ne veut littéralement rien dire. Ça vient d'une chanson qui est sortie le 20 septembre dernier. C'est le moment, culturel de cette chronique, puisque je vous rappelle qu'on fait de la culture ici. 20 septembre dernier, 3 amis, Joga, Wilsco et alors Sevenia, je sais pas comment on dit, Setia. Je vais me faire étrier sur les réseaux. Et dans ce titre, les 3 amis chantent « Ils veulent nous ce que, dans le ce que, on communique dans le ce que. » Joga, le rappeur, a été interrogé par Le Parisien et il explique « c'est simplement sorti de ma tête. Ça m'arrive au studio de dire tout et n'importe quoi, des mots qui n'ont jamais existé et ce que est sorti. » C'est un rappeur qui est originaire d'Arcueil. C'est un gimmick en fait. Ce que, pour lui, c'est quand je sors d'une fête qui était bien avec mes amis, je peux dire c'était ce que. C'était super cool quoi. C'est un peu comme un wesh aussi. En fait, ça peut tout vouloir dire.
C'est un peu à l'image du Schtroumpf. Ce que, c'est le nouveau Schtroumpf, sauf qu'en plus d'être un Schtroumpf, on danse dessus. À noter que sur Internet, certains émettent un doute et disent que le ce que aurait peut-être une connotation sexuelle, puisqu'au Nigeria, l'expression ce que veut dire aller faire l'amour. Voilà, donc on peut se poser la question de la légitimité de cette tendance et du fait que des enfants fassent cette tendance, mais le chanteur il s'en défend. Ce que, c'est juste la kiffance, c'est la best life, c'est l'amour, c'est la quacoubescence, la ce que. Bon, après, c'est la chronique Quoi de neuf sur les réseaux. Bah, quoi de neuf sur les réseaux. C'est logique, voilà. Et moi, je suis content quand sur les réseaux, il se passe ça. Hein. Merci beaucoup, en tout cas. Merci mille fois, Guillaume. On va retrouver Malika Ménard dans son écolier. Cette semaine, son invité est Flo Mallet, l'artiste Flo Mallet. À quoi tu t'attends quand tu participes? Tu as déjà fait un premier casting sur une grosse émission de télé. C'est ton deuxième casting. Tu t'attends à quoi? Ben, j'y suis un peu allé la fleur au fusil, pour être honnête. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'attente. Je me dis, bah, je vais peut-être me faire repérer, tu vois. J'ai un peu de manière naïve, c'est un peu mon tort. Et voilà, j'attends encore un retour des professionnels sans vraiment de là, il est bon, derrière. le retour des professionnels. Oui, il est bien. Encore une fois, ouais. Ouais, je suis content de leur retour et tout. Maintenant, avec le recul, si vous devez faire ce genre d'émission, préparez-vous et ayez un plan de sortie, en fait, ou de... Tu penses que pour toi, c'est ça le problème, qui est allé en pensant pas assez à l'après? Ouais. Et en fait, tu commences déjà à construire quand tu participes à ce genre d'émission. Est-ce que c'est pas parce que j'ai l'impression que t'as pas assez confiance en toi? Peut-être aussi, ouais. Peut-être. Tu te dis, bon, je vais me tester, mais t'arrives pas à te dire que ça peut... Je pense qu'il y a de ça aussi, ouais. Passer l'étape d'après, quoi. Et en plus, on l'a dit tout à l'heure, tu as été le premier candidat à avoir eu les coachs qui se retournent, à avoir des fauteuils se retourner. Est-ce que ça, c'est pas une pression supplémentaire après, quand tu participes à l'aventure? Ben ouais, si. Si, c'est une grosse pression. Et du coup, voilà, mais... Tu as eu l'impression que ça t'a un peu nui, cette pression, après, quand tu as continué les... Pas du tout, ça te fortifie, au contraire, parce que... à l'époque, la première émission, elle fait 12-13 millions d'audimat, ce qui est énorme. Ouais. Ça fait, pour donner un ordre d'idée, ça fait une finale de Ligue des Champions, en équivalent foot, on va dire. Donc c'est énorme. Et du coup, ça te blinde, parce qu'une fois que tu as fait... tu te dis, je viens de chanter devant des millions de personnes derrière... du coup, tu vas chanter forcément devant moins de personnes. Donc, tu as atteint un espèce de summum, quoi. Est-ce que tu as l'impression que quand tu es éliminé de The Voice, ça t'ouvre des portes d'être passé dans cette émission? Ouais, ça a été un véritable tremplin, The Voice. Je suis sorti un samedi soir, donc. Et le lundi, je passais une audition pour un spectacle musical. Et ça l'a fait direct, en fait. J'ai eu 2 jours de battement et... Oui, donc tout de suite, quand même, ça avait lancé la carrière à laquelle tu te destinais depuis tout petit. Ouais. Est-ce que le nouvel EP là, qui est en préparation, qui va sortir en fin d'année, le but c'est quoi? C'est de vraiment définitivement t'affirmer en tant qu'artiste solo? Je suis plus dans une troupe, plus dans un spectacle, j'accompagne plus quelqu'un, c'est ma carrière à moi? Ouais, c'est exactement ça. C'est être un créatif plutôt qu'un interprète. C'est-à-dire écrire les textes que je vais interpréter et les mélodies. C'est la première fois que tu le fais? Non, j'ai déjà sorti des singles qui sont dispo. Je pense à Cœur Rouge qui est sorti l'année dernière, par exemple, en 2022. Et après, j'en avais sorti aussi avant, mais qui ont été plus... qui n'ont pas été... qui sont même plus dispo sur les plateformes, en fait. Donc, voilà. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Flo Mallet, pour la suite de Souvenirs d'écolier. Merci Malika et Flo. On se retrouve demain, bien sûr. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le Zap. Il y a quand même des principes généraux. Le premier, c'est de tenir compte de l'âge de l'enfant, avec un âge charnière qui est 6 ans. Enfin, c'est en gros ce qu'on appelle l'âge de raison en langage populaire. C'est ça. Alors moi, je me suis beaucoup appuyée sur des études et des recherches que j'ai pu trouver au fil de l'écriture du livre. Et effectivement, avant 6 ans, les enfants n'ont pas forcément conscience que la mort est irréversible. Ils peuvent penser qu'on meurt, mais qu'ensuite, on va pouvoir revivre.
alors que plus l'enfant grandit, et au-delà de 6 ans, en général, il commence à intégrer petit à petit qu'effectivement la mort est irréversible et que les personnes qui sont décédées, on ne pourra plus effectivement passer de moments avec eux, ni les voir, ni les entendre. On fait attention à l'âge, on fait attention, et ça, il n'y a que chaque individu qui peut le savoir, chaque parent, si on parle des parents, c'est la sensibilité de l'enfant. Oui, effectivement, il y a l'âge qui entre en compte, mais beaucoup le tempérament et la sensibilité de chaque enfant, parce qu'au-delà de l'âge, on n'a pas tous la même sensibilité et donc la même réponse à ce qui se passe. Après, c'est important d'ouvrir dans tous les cas des espaces de parole pour que les enfants se sentent suffisamment en confiance pour venir nous poser leurs questions. Confiance, c'est un mot-clé, il revient souvent. Que l'enfant se sente en confiance, mais pour ça, il faut se faire confiance un peu à soi-même aussi, parce que beaucoup de parents, beaucoup d'adultes n'osent pas trop y aller parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le sujet. Oui. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est qu'effectivement, il y a des parents qui peuvent avoir eux-mêmes peur de la mort, tout simplement, et qui vont préférer éviter de parler du sujet. Pour ça, ce qu'il est possible de faire, si jamais on n'est pas à l'aise, mais que malgré tout, notre enfant est en demande de réponse, c'est soit de s'appuyer sur des albums jeunesse, soit de trouver aussi une autre personne ressource qui fait partie de l'entourage, donc ça peut être des amis, de la famille, des voisins, qui, eux, vont pouvoir justement répondre avec plus de facilité aux enfants. Reconstruire, réhabiliter, rénover, c'est un des piliers, j'imagine, de votre mandat, de tous ces collèges. Alors, c'est la plus grande politique du département de l'Eure. 15 nouveaux collèges ou réhabilitation, 215 millions d'euros depuis les 5 dernières années pour avoir des collèges neufs, des collèges qui répondent à beaucoup de critères. Oui, et j'imagine, on a commencé par le numérique, des collèges connectés. Alors... sur le numérique, nous avons donc installé un classeur numérique dans tous les collèges. Un classeur numérique pour les 55 collèges, c'est 3,6 millions d'euros, donc des fonds, 80% de fonds européens FEDER. C'est quoi un classeur numérique ? C'est quoi un classeur numérique ? C'est pour tous les collèges la même chose, c'est-à-dire une web radio. D'accord. Que nos jeunes puissent aussi accéder à la radio et puissent connaître aussi les médias. C'est des labos de langue mobile. D'accord. C'est des casques de réalité virtuelle pour découvrir les métiers. Aujourd'hui, on parlera des métiers parce que c'est vraiment mon approche, parce que j'ai été dans l'entrepreneuriat toute ma vie. Il faut que nos jeunes, ils découvrent les métiers et ils les connaissent. Et pour les connaître, il faut commencer jeune et très jeune. C'est-à-dire que l'orientation, ça commence dès le plus jeune âge ? L'orientation, c'est déjà connaître. Et pour connaître 6e, 5e, on doit déjà connaître des métiers. Des casques de réalité virtuelle, c'est découvrir tous les métiers, avec métier 360. Et aussi la particularité de faire découvrir des métiers d'hommes démontrés par des femmes et des métiers de femmes démontrés par des hommes. Selon une enquête de la CNIL, en 2021, la première inscription sur un réseau social intervenait en moyenne vers l'âge de 8 ans et demi, ce qui est déjà très tôt. Plus de la moitié des enfants de 10 à 14 ans seraient déjà présents sur ces plateformes. Quel est votre constat aujourd'hui ? Alors, le constat, c'est qu'ils y sont. Oui, bien sûr, on est tout à fait d'accord avec ce constat de la CNIL. Ouais. C'est d'ailleurs le premier enseignement de notre étude, c'est que les enfants sont toujours présents sur les réseaux sociaux, alors qu'ils n'ont pas le droit d'y être. C'est marqué de façon très claire sur les conditions générales d'utilisation des plateformes, et pourtant ils y sont. Donc ça, c'est le premier enseignement, et c'est pour ça qu'on s'intéresse d'ailleurs à eux, parce que comme ils n'ont pas le droit d'y être, ce sont un peu des passagers clandestins des réseaux sociaux, et donc on a envie de voir un petit peu comment ça se passe pour ces enfants. Malgré tout, on voit dans votre étude que l'usage des réseaux sociaux chez les jeunes a évolué, notamment ils sont de moins nombreux sur ces plateformes. C'est la surprise de cette année. Honnêtement, on ne s'y attendait pas vraiment. Tous les ans, depuis 8 ans qu'on fait cette étude, on avait vu une croissance plus ou moins régulière du nombre d'inscrits, de l'usage de manière générale, et même avec une accélération au moment du Covid. Et cette année, c'est la première fois qu'on voit une inflexion, et assez nette, du nombre d'enfants qui déclarent utiliser régulièrement une des plateformes sociales qu'on leur soumet. Et donc là, c'est une surprise. Alors une surprise qui est plutôt dont on se réjouit un peu, parce qu'on est là aussi pour pour montrer cette réalité pragmatique d'un usage qui n'aurait pas lieu d'être, qui n'a pas lieu d'être. Et cette fois-ci, donc ça baisse. Et toute la question, c'est pourquoi est-ce que ça baisse ? Et deuxième question, est-ce que ça va perdurer ? Ça, on ne peut pas y répondre encore aujourd'hui. Nadège Petrel, mentir un petit peu quand même. Moi, je vais vous dire non. Non, on va dire les choses aux enfants avec beaucoup d'honnêteté, de simplicité aussi. Bien évidemment, encore une fois, en s'adaptant à l'âge, à la sensibilité de chaque enfant, mais on va leur dire les choses. Parce que nous, on va forcément être préoccupés par tout ce qui se passe. On perd un être qui nous est cher, qu'on aimait.
Donc il y a tout notre langage non verbal aussi qui va entrer en compte et l'enfant, il va forcément sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ment même pas, par exemple, pour le suicide ou pour le suicide d'un des parents? Pardon? Sur le suicide, oui. On ment un peu ou pas quand même là? Non. Non, toujours pas. On ment pas. Vous aurez noté que j'ai essayé quand même de mentir beaucoup, hein, mais non, voilà, avec Nadège, on ne ment pas. On ment pas. On dit les choses encore une fois. En adaptant à l'âge et à la sensibilité, mais on les dit. C'est ça, et en restant au final toujours rassurant malgré tout pour l'enfant. J'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, c'est le harcèlement, harcèlement scolaire. Vous êtes satisfaite de ce qu'a annoncé le gouvernement, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'au plus haut sommet de l'État, on va essayer de vous aider, vous, sur le plan local? Oui, bien sûr. Je pense que c'est un sujet qui est plus qu'important, mais nous, au département, on a déjà commencé l'année dernière. Ouais. On a décidé il y a une super compagnie, une pièce de théâtre qui vient dans tous les collèges et qui vient, c'est un spectacle sur le harcèlement, qui vient présenter ce spectacle-là. Et après, ce sont les collégiens qui apportent les solutions, pourquoi cet enfant va si mal. Et résultat, ça libère la parole. Donc nous, on ne va pas contre l'éducation nationale, il y a leur programme phare, mais on essaye d'apporter quelque chose d'autre. Et enfin moi, pour l'avoir vu plusieurs fois ce spectacle-là, je me rends compte que passer par la comédie, par le théâtre, par une pièce de théâtre, ça permet aussi à des enfants de libérer la parole et de plus les sensibiliser. Est-ce que vous voyez aujourd'hui de plus en plus de canaux qui s'ouvrent sur la sensibilisation, sur l'utilisation aussi des réseaux sociaux et leurs dangers pour les enfants? Il y a bien évidemment des effets médiatiques, on en parle, à l'occasion malheureusement de faits divers, mais aussi il faut bien expliquer le fait que dans les collèges, dans les écoles, la question des écrans est beaucoup plus présente, clairement. Les enseignants envoient des messages de sensibilisation, les CPE, etc. Donc même s'il y a des injonctions un peu paradoxales là-dessus, parce qu'on leur demande aussi de plus en plus d'être connectés pour aller regarder une vidéo YouTube éducative, pour avoir pronote, ce genre de choses. Donc pour les enfants, c'est pas si évident que ça, et encore moins pour les parents peut-être. Et effectivement, c'est souvent l'objet aussi de grandes discussions, voire de conflits à la maison. Comment les enfants arrivent-ils à gérer le temps qu'ils passent sur les écrans et sur l'utilisation des réseaux sociaux en particulier? Je crois que dans votre étude, on voit qu'un enfant sur 4 estime déjà passer trop de temps sur son téléphone. Oui, alors il y a tout à fait. Il y a aussi un résultat, c'est qu'un enfant sur 2 aimerait pouvoir passer plus de temps. Et oui. et c'est un chiffre qui est en croissance, et on pense que cette croissance est à mettre en perspective avec une augmentation des restrictions parentales. Ils sont plus restreints et donc ils aimeraient en passer plus de temps. Voilà. Ils disent aussi que 20% d'entre eux trouvent que leurs parents passent trop de temps sur leur téléphone portable. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 217 sur les box Orange, Canal 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions et surtout toutes les chroniques de Guillaume Ouattara, parce que celle-ci était quand même mémorable. On chronique dans le Ok, voilà, donc assez mythique, je vous le disais. Je remercie donc du coup toute la rédaction qui a suivi cela et qui a travaillé surtout sur cette émission. Mani Pézek à la réal, au son c'est Louise Merlin, le maquillage c'est Taï Sayad, ainsi que Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao.